Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles. Derrière moi, un lieu d'histoire, un lieu magique exceptionnel, le Palais Gallien, 1800 ans d'histoire, ici même à Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux? Car on débute aujourd'hui le Tour de France de la bande dessinée. Chaque mois, une ville, des auteurs, on va aller les voir dans leurs ateliers et dans des lieux d'exception comme ici. C'est donc parti pour cette première étape du Tour de France de la bande dessinée à Bordeaux. On débute donc cette émission à Bordeaux. On a choisi un lieu complètement atypique, à la fois de l'histoire et puis de la beauté. On est au Palais Gallien, construit vers le IIIe siècle après Jésus-Christ. Jean-Claude, je crois que je t'ai fait découvrir un petit lieu aujourd'hui. Absolument, et alors je trouve ça magnifique et en plus je suis sur un péplum avec Boris Talijancic, ancien du Puy à Merfaule, la série Merfaule. Et donc on fait un péplum chez 12 bis dont on vous parlera le moment donné, mais ça dépote bien. Ça dépote on bien. On revisite un peu Ridley Scott et la chute de l'Empire romain à notre façon. D'accord, alors Jean-Claude, tu n'es pas bordelais ou de la région d'origine, je crois que tu es arrivé il y a quelques années ici. Tout à fait, je suis un immigré, donc dans la région. Non, il y a 5 ans, effectivement, j'ai voulu quitter Paris. Je ne savais pas trop où aller. Et puis un ami, un vieux monsieur, Maurice Robert, qui était ancien ambassadeur de France et ancien patron des services Afrique du SDEC, des renseignements français, était de la région et m'a dit, si vous quittez Paris, allez sur le bassin d'Arcachon, c'est le paradis sur terre. Alors bon... J'ai suivi ses conseils et depuis, donc, je suis installé dans la région. Je suis à quelques dizaines de kilomètres, effectivement, au sud de Bordeaux. Je m'y sens bien, l'ambiance est agréable, les gens sont charmants. Ils respectent énormément autrui. On te laisse vraiment vivre. Il n'y a pas tellement de quand dira-t-on, etc. Et puis c'est joyeux. Puis c'est le sud-ouest, quoi. Il y a des traditions. Si tu aimes le vin de Bordeaux, tu aimes le rugby et certaines choses comme ça, tu es très bien accepté. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que c'est un lieu parfait pour créer de la bande dessinée? Là où je me trouve, oui, puisque j'ai le calme. Donc j'ai un grand calme, on vient pas me déranger. Mes seuls compagnons sont de grands pins de 25 mètres de haut, donc hormis les soirs de tempête, c'est plutôt zen. Et puis sinon, Bordeaux en lui-même, j'y viens très régulièrement, c'est un bouillon de culture. Il y a plein d'autres talents, il y a d'autres camarades, garçons et filles, qui travaillent dans la profession, dans le métier. Et donc on se rencontre régulièrement. Et j'ai également une collaboration justement avec Éric Corbeyran, qui est le monsieur scénario du Bordelais. Du Bordelais, effectivement. Tu le disais, tu as besoin de calme. Comment tu travailles au quotidien sur tes nombreuses séries? Est-ce que tu as un rythme particulier? Tu te dis de telle heure à telle heure, je vais écrire, je vais créer. Comment ça se passe le quotidien de Jean-Claude Bartol? Alors, le quotidien de Jean-Claude Bartol, c'est 8h du matin, je démarre et puis je stoppe un peu avant 20h. Parfois, je continue encore un peu plus et ça 6 jours sur 7 à peu près. Les vacances scolaires n'y passent pas de trop. Et alors, dans une journée, effectivement, il y a des journées qui sont bien productives, qui peuvent être à 5-7 planches de dépotées. Et d'autres journées qui sont plus dans la recherche, et là où tu ne vas pas écrire forcément énormément, mais tu vas avancer sur différentes pistes de recherche, puisque j'ai fait des séries, comme tu le sais, réalistes, pas mal documentées, autant documentées iconographiquement, puisque je fournis plein d'images aux dessinateurs, ou des documentaires, ou tout ça. Et donc le temps de ces recherches, parfois je peux passer une journée ou deux sans écrire une ligne, mais vraiment à ne faire que des recherches. Mais alors ces recherches vont me servir pour plusieurs projets, c'est-à-dire une idée pour un projet, puis ensuite il y a une autre idée, tu vois quelque chose, ça te donne ça alimente ta réflexion pour d'éventuels projets à venir ou d'autres projets en cours. Donc je me fais un planning en début de semaine, mais je le garde assez libre, c'est-à-dire dans ce planning de la semaine, je sais que je dois sortir, écrire tant de planches, développer tel ou tel projet et puis surtout faire mes recherches que j'adore en fait. J'adore fouiller, regarder, etc. C'est terrible, c'est maladif quoi, c'est le côté journaliste. Alors Jean-Claude, je sais que tu as un projet qui te tient à cœur. Sur le 11 septembre, ça c'est une nouvelle aventure qui débute.
Exact, c'est une nouvelle aventure qui est basée sur 9 mois d'enquête vraiment très, très pointue sur les 6-7 années qui ont précédé les événements du 11 septembre 2001 et où on montre comment on en est arrivé là entre les intérêts des uns et des autres et essentiellement des intérêts pétroliers. Donc on retrouve un peu mes thèmes de prédilection, corruption, manipulation, ressources énergétiques, etc. Donc on retrouve cela dans cette nouvelle série qui est co-scénarisée par Éric Corberan. Et avec 2 personnages principaux qu'on va suivre, hein, c'est ça, tout au long de la série. Ce sont 2 personnages de fiction qui sont créés, donc une jeune femme qui travaille pour l'unité antiterroriste du FBI et un jeune homme qui est un financier de haut vol, qui est entre 2 cultures, une culture islamique musulmane d'origine maghrébine et une culture occidentale, et qui est un financier qui en même temps joue un peu l'agent double, l'agent triple entre les pétroliers, le royaume d'Arabie Saoudite et puis d'autres intérêts. Une série, à mon avis, à ne pas rater. On est ici donc à côté du Palais Gallien, en plein Bordeaux. Est-ce que l'une de tes séries ou à venir pourrait un jour débuter dans Bordeaux ou ici, dans ce lieu fabuleux du Palais Gallien? Écoute, je te le promets aujourd'hui, il y en a une qui débutera ici, par une interview, au même endroit, là où tu te trouves. Le premier plan. Attends, rassure-moi, au 2e plan, je me fais pas flinguer par un sniper. Non, non, quand même. T'inquiète pas. Non, je vais essayer d'attendre la 3e planche. D'accord. C'est rassurant, messieurs, dames. Bon, Jean-Claude, merci à toi. Merci d'avoir débuté ce tour de France de la bande dessinée. Ben, j'en suis très honoré, Voilà. merci. Comme toi, on va aller rencontrer tous ces auteurs qui vivent en province. Hein, effectivement, heureusement, il n'y a pas que Paris. Alors par contre, pour les originaux de bande dessinée, il y a beaucoup de choses à Paris. Et je vais vous emmener maintenant à la galerie Slumka. Alors, galerie Slumka, qui porte le nom de son créateur et qui expose à la fois du manga, du comics américain et du traditionnel bande dessinée européenne du très haut niveau. Hein. Il y a du Moebius, de l'Uderzo. C'est parti pour une très belle rencontre. À tout de suite. Vous savez, je crois qu'il y a des gens qui sont passionnés par le golf, d'autres par le judo. Moi, c'était plutôt la bande dessinée. Quand j'ai commencé à collectionner, je devais avoir 14 ans. Quand j'ai commencé à collectionner des originaux, la plupart du temps, les auteurs me donnaient leurs originaux. Francis Slumka possède ainsi de véritables bijoux, en tout près de 10 000 pièces. L'année dernière, ce chirurgien a décidé d'ouvrir sa propre galerie. Sur ses murs se croisent les plus grands noms de la BD franco-belge, Moebius, Uderzo ou encore Tabary et Maurice. Mon personnage préféré, moi, ça a toujours été Isnogoud. Isnogoud, c'est le fameux vizir qui veut être calife à la place du calife. Et là, j'ai eu la chance d'acquérir la couverture du premier Isnogoud. Lucky Luke, ça aussi, ça fait partie des choses très rares. En fait, les planches de Lucky Luke, on n'en trouve quasiment jamais parce que Maurice a toujours gardé ses originaux. Comme Picsou amassait des lingots et des pièces d'or, moi j'ai amassé des planches de bande dessinée et des dessins. Et j'en avais tellement que c'était vraiment dommage de les garder uniquement pour mes enfants et pour les copains. Et j'avais envie de faire un musée de la bande dessinée. Puis comme c'était compliqué juridiquement, j'ai fini par faire une galerie dans laquelle de nombreuses pièces sont présentées juste pour le plaisir des yeux, sans être vendues. Les originaux qu'on m'a donnés, qu'on m'a vraiment offert, qu'un dessinateur, qu'un auteur m'a vraiment offert, je les garde. Je ne peux pas m'en séparer. Et puis il y a des pièces qui sont tellement rares que je n'en trouverai jamais d'autres. Celles-là, je les garde. Parmi les œuvres exposées dans la galerie, seule la moitié est à la vente. La plupart des dessins valent moins de 2 000 €, mais pour certaines pièces, les prix peuvent s'envoler, car la vente d'originaux de bande dessinée devient un véritable marché. En fait, on a beaucoup parlé depuis à peu près un an et demi d'originaux de bande dessinée grâce à des ventes aux enchères miracles comme celle d'une couverture de Tintin qui a dépassé 800 000 €. Puis les gens se sont rendus compte de deux choses, c'est que un, ça existait, ils ne pensaient même pas qu'on puisse acheter ou acquérir des originaux, des planches originales ou des dessins de dessinateurs, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils se sont rendus compte que ça avait une valeur. Donc ils ont tous commencé à chercher si papa ou grand-père n'avait pas laissé dans le grenier un original.
originales. On en a retrouvé, je peux vous dire, c'est assez impressionnant, mais le vendredi après-midi, j'ai souvent à la galerie des gens qui viennent avec des pièces qu'ils ont retrouvées par hasard, qui tenaient de l'oncle décédé, du grand-père, etc. Et parfois, il y a des choses miraculeuses. Car au-delà des sommes qui circulent désormais dans le milieu de la bande dessinée, la passion reste intacte. La BD reste encore et avant tout une histoire de grand gamin. De retour de Paris, enfin on revient ici à Bordeaux avec ce palais Gallien exceptionnel derrière. Christian, tu connaissais ce lieu ? Je le découvre. Je découvre tout le passé bordelais. Et ça fait à peine 1 an et demi que je suis dans les environs, donc je me laisse encore quelques années pour découvrir. Enfin, parce que tu as compris que je compte y passer quelques années. On m'a dit que c'était des auteurs qui sont bordelais depuis des générations, pas du tout. Ah non, moi c'est 1000 km d'ici à peu près. Moi je viens de Bruxelles. Et ça fait 1 an et demi que je suis dans les environs, oui. Alors quel a été le déclic, toi, ton envie pour venir ici ? Le vert et le soleil, en gros. J'ai trouvé à peu près les deux. Tu veux dire le verre cristallin qu'on entend et qui résonne. Ah oui, c'est vrai. Pas inutile, mais c'est au point où j'en suis au cubi maintenant. Tu sais, j'ai oublié le bruit du verre. Non. Christian, vivre ici, dans cette région, est-ce que c'est propice à créer de la bande dessinée ? Il y a beaucoup de choses qui sont propices. Alors, on a toujours ce qu'on cherche. Enfin, on espère avoir ce qu'on cherche. Moi, en l'occurrence, je cherchais un petit peu de paix parce que j'habitais en pleine ville à Bruxelles. Et là, ce que j'ai voulu, c'est aller habiter plutôt à la campagne. Donc, je n'habite pas Bordeaux. J'habite à une 40aine de kilomètres au sud de Bordeaux, dans un tout petit village. C'est pour ça. Ça, c'est le gros changement pour moi. Ouais. C'est pas passer de la Belgique à la France ou de Bruxelles à Bordeaux. C'est de passer de la grosse ville à la campagne. Et donc là, j'y trouve la paix que je souhaitais, rythmée par la cloche de l'église à côté de laquelle j'habite. Et ça, c'est parfait, quoi. Parce que là, j'ai besoin de temps, parce qu'en effet, je suis sur pas mal de projets en même temps. Et donc, il faut un peu organiser ces journées en fonction de ces projets-là. Et le temps aide. Et le temps aide. Et d'avoir un petit peu de soleil lorsqu'on travaille, c'est toujours bénéfique, quelles que soient les histoires sur lesquelles on travaille ? Ce qui est bénéfique en l'occurrence pour l'instant pour moi, c'est d'avoir mon atelier au nord, c'est-à-dire très ombragé. J'ai moins la tentation d'aller profiter du soleil. Non, ça, à la limite, ça intervient relativement peu, quoique le matin, avoir un petit peu d'énergie grâce au soleil, ça aide quand même pas mal. Hein. Mais ici, c'est vraiment la solitude, la paix, pouvoir se concentrer sur les projets. Sans être trop interrompu et se mettre enfin à une vie calme et relativement équilibrée. Dis-moi, il est loin le temps où à 13 ans t'as frappé à la porte de Spirou Magazine. Oui, mais j'étais pas loin. J'étais pas loin, c'était à Bruxelles justement. Tu penses de temps en temps, quand tu as quitté Bruxelles, qui est quand même une des capitales mondiales de la BD, tu te dis, je quitte un peu ma patrie, puis la patrie de la bande dessinée quand même. Oui, mais tu sais, alors je sais pas si tu as eu l'occasion de te rendre compte ou de l'annoncer, mais je crois qu'on recense à peu près 80 auteurs de bande dessinée sur Bordeaux. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait autant à Bruxelles. C'est peut-être le cas ou c'est peut-être plus ou moins équivalent. Hein. Et une des raisons pour lesquelles j'ai bougé vers Bordeaux plutôt qu'une autre ville, c'est parce que justement j'y connaissais beaucoup d'auteurs et que donc j'y retrouve aussi des frères de cœur, si je puis dire, hein, même si c'est vrai, Bruxelles et le goût de Bruxelles pour la bande dessinée a bercé mon enfance. Alors Christian, dis-nous, on est allé presque à l'été 2010. Sur quel projet tu travailles en ce moment ? Mais là, je termine le 2e volume d'une histoire qu'on a commencé avec Jean-Pierre Gibrat qui s'appelle Les gens honnêtes, chez Air Libre, qui est une histoire qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment l'histoire d'une rencontre, c'est-à-dire que le fait de s'être rencontré avec Jean-Pierre et d'avoir tissé une amitié et l'espèce de confiance qui règne entre nous qui fait qu'on co-scénarise, si tu veux, l'histoire tous les deux, avec une espèce de rire assez permanent quoi, dans la création. Donc c'est vraiment très très agréable. Lui habite bien plus au nord que moi maintenant. les pôles ont changé. Et donc tu vois, 1 ou 2 soirs par semaine, on se contacte sur Skype et on coécrit, si tu veux. Et en fait, on se raconte tous les deux une histoire comme si on parlait d'amis qu'on a en commun et qu'on a envie de faire évoluer. Donc il y a à la fois une très grande complicité, très grande curiosité et beaucoup de rire, hein, justement. Beaucoup de rire, et pourtant c'est une bande dessinée dans laquelle,
à la fois on parle d'inhumanité et d'humanité. Oui, Il y a les tout à deux fait, qui tout sont à fait. liés. Alors c'est d'autant plus flagrant dans le premier, puisque en gros le premier raconte un petit peu la descente aux enfers d'un quinquat qui perd son emploi, est un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, déboussolé, sombre dans l'alcool, et finalement ressort un peu de cette mésaventure grâce au support, à l'entourage, des amis, de la famille, etc. Alors on va continuer, puisque maintenant le but c'est vraiment, on a envie de raconter les aventures de cette personne-là, Philippe, et de son entourage pendant quelques albums. Ce ne sera d'ailleurs pas toujours forcément centré principalement sur lui. C'est encore le cas dans le deuxième volume, mais il se peut qu'à certains moments, la lumière soit un petit peu mise sur d'autres. Et ce qu'on a envie de se permettre, c'est une vraie liberté, c'est-à-dire, d'une certaine façon, la liberté que t'offre la vie. Aujourd'hui, tu pleures, tu ne sais pas si demain tu riras. En tout cas, les accidents, les hasards, etc., font que tout ça peut changer. Et le deuxième volume sera, je pense, un volume très, très hédoniste, puisqu'il ne parle quasiment que de livres et de pinards. En gros, donc quasiment les deux plus belles choses de la vie, et d'amour d'ailleurs. Et on pourra, d'ailleurs, j'espère, s'en rendre compte à sa couverture, dont le directeur éditorial là, de Dupuis, José-Louis Bocquet, m'a envoyé un petit mail l'autre jour en me disant à propos de la couverture, c'est la #1 couverture bien-être de l'année. Parce qu'on y voit le personnage qui est vraiment derrière, les mains derrière la tête, et dont on sent qu'il y a quand même une évolution plutôt positive. Ouais, Quoi, on est loin de la descente. Oui, là, la descente, ça va, il y a une petite remontée. Ça ne veut pas dire que plus tard, ça se passera toujours bien, mais voilà. Bon, et tu as d'autres projets en cours d'ici la fin de l'année? Oui, j'ai pas mal de projets. Là, je vais entamer un Louvre là, pour Futuropolis. Et puis après, il y aura... En fait, on s'est donné comme envie, on a réussi en quelque sorte à convaincre, mais ça a été très facile, les éditions Dupuis de pouvoir faire Les gens honnêtes en au moins 5 ou 6 volumes pour Air Libre, ce qui est assez... peu traditionnel dans le cadre de cette collection qui en général accepte maximum 3 volumes. Mais ici, pour une raison bien précise, qui serait le dernier volume, le volume de clôture, on a besoin d'au moins 4-5 volumes avant. Et donc ils sont assez enthousiastes, ils ont envie qu'il y ait vraiment un côté romanesque qui puisse s'étendre comme ça sur le temps. Donc j'ai déjà quelques années d'occupation autour de ça, au milieu de mes vignes. Voilà, tout va bien. Et dis-moi, est-ce que ton accent passe bien dans cette région? Mais tu me le diras après, là, quand tu seras en train de couper dans les rushs en disant « Oh là 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 !» On reconnaît que je suis... Alors ça dépend, il y a des gens... En général, on reconnaît que je ne suis pas d'ici. Tu me diras, c'est assez évident que je suis plutôt du Nord. Et puis alors très vite, on ose un petit... Peut-être la Belgique. Mais non, l'accueil en tout cas est génial. Ouais, et dis-moi, Christian, est-ce qu'il y aura une de tes créations, bande dessinée, qui se déroulera un jour à Bordeaux ou peut-être dans ce fabuleux palais Gallien? Eh bien, peut-être pas à Bordeaux, mais en tout cas le troisième, déjà une partie du deuxième, quand je parlais du côté hédoniste du deuxième, mais une partie se passe dans le Sauternay, qui est l'endroit où j'habite en fait, et le troisième se passera quasiment uniquement là, peut-être même carrément dans mon village. En tout cas vraiment installé là-bas, les 2 pieds au milieu des vignes, et espérons plein de bien-être. On verra, parce qu'on part sans trop d'idées préconçues sur le destin. Justement, c'est un peu l'aventure de la vie. Que va devenir notre vieux copain Philippe? On ne sait pas encore. Voilà. D'accord. Christian, merci à toi. Mais volontiers. Merci à toi, et puis longue vie ici dans ce Bordelais magnifique. Hein. Et puis il faut toujours le Belge du Bordelais. C'est important, le Belge du Bordelais. Je ne sais pas s'il y a autant de Bordelais en Belgique. Enfin ça, on ira vérifier dès qu'on passera autour de l'Europe de la bande dessinée. On va continuer nos aventures avec un double sujet signé de l'excellentissime Nicolas Béard, Monsieur Cocor avec la réédition de Balade, et ensuite une très belle série aux éditions Glénat, Mamette. C'est parti. À 80 ans, Mamette pourrait être comme son amie Madame Pinsec, aigrie et râleuse. Mais non, Mamette c'est un rayon de soleil dans le ciel gris de la ville. Une nouvelle arrivante dans le 9e art, la pétillante ambassadrice du 3e âge. Au tout début, c'était un peu une réaction au jeunisme ambiant en fait. C'était un peu, je voulais montrer qu'on pouvait s'adresser aux enfants en ayant un personnage qui n'avait pas forcément leur âge, mais un personnage âgé et qui pouvait faire écho quand même à leurs propres préoccupations. C'est une manière aussi de se faire remarquer. Là, c'était vraiment la première intention. En fait, après, avec le temps, c'est devenu quand même plus une chronique familiale.
et quelque chose que j'aimais et qui me tenait à cœur, qui était vraiment les liens entre les générations, entre les gens, la manière dont tout ça se tisse. Et c'était vraiment de parler d'un petit milieu comme ça, des joies simples de la vie. Après, petit à petit, en fait, le jeu, au fur et à mesure des albums, est de montrer qu'elle est plus profonde qu'un stéréotype. Et donc, en fait, avec le temps, on se rend compte qu'elle a quand même des failles, elle a des fêlures, des faiblesses. Et en fait, elle a un caractère qui est beaucoup moins monolithique que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Mamette, c'est avant tout un moral d'acier. Une mamie qui garde la pêche en toutes circonstances, face au chômage de son fils, comme au décès de son mari. Chaque album est un florilège de tranches de vie servis par des dialogues très pertinents. Mes influences sont presque plus du côté du cinéma un peu des années 70, du cinéma français, je dirais. Des comédies comme ça qui mêlent plein de personnages. Ce sont des chroniques du temps qui passe, en fait, familiales, amicales, les films de Claude Sautet aussi. Balade, c'est l'histoire d'une affaire à ne pas rater. La planète Terre est à vendre et un extraterrestre est prêt à investir. Un album en forme de tour du propriétaire, un brin road movie et poétiquement absurde. Dès le départ, c'était de créer la rencontre entre un acheteur et un vendeur. Et c'est vraiment un peu l'idée de départ, ça. Après, il fallait que ce qui soit à vendre soit intéressant. Comme n'importe quel vendeur, c'est-à-dire qu'il va aller dans le sens de l'acheteur, enfin il essaye d'aller dans le sens de l'acheteur, et c'est ça, il argumente. Donc s'il voit l'acheteur s'intéresser à quelque chose, admettons à un moment il y a une montagne, il va lui dire « Ah oui, mais c'est très bien des montagnes, avec des montagnes vous pouvez faire une station de ski, c'est super ». Comme à un moment il traverse une forêt, et le vendeur lui dit bon, il faudrait raser tout ça et puis faire, je sais plus, mettre des champs de vignes ou de faire un grand cru, quelque chose qui rapporte. Jusqu'à la fin de cet album en one-shot, on se demande où va nous mener cette épopée digne des Monty Python. Les dernières pages réservent une belle surprise sur les dessous de cet appel d'offres peu banal et sur la nature exacte de cet étrange acheteur. L'acheteur en question qui débarque au début, je l'ai habillé d'ailleurs avec un pyjama de bébé. Je ne fais pas de caricature. Dessiner un personnage avec des tentacules, c'est en noir et blanc, donc vert déjà non, mais une fois qu'il y a le pyjama et le béret, on voit 2 petits points pour les yeux et c'est tout. Et il s'exprime en répétant toujours le même mot. Balade, ça devient balade. À patte, c'est les chevaux. C'est pareil, je voulais pas rentrer dans un langage d'extraterrestre avec des signes et des zigouigouis. On continue et on termine cette première étape du Tour de France de la bande dessinée, ici même à Bordeaux. On est dans le centre historique et on vous fait découvrir juste derrière moi ce monument assez incroyable, le Palais Gallien. Je suis avec Max Cabane. Max, tu connaissais ce Palais Gallien ? Eh bien non, je ne connaissais pas. Bien que je sois à Bordeaux depuis une dizaine d'années environ, je ne connais pas tout. Bon, un cas de force majeure quand même qui veut ça, c'est que cet état de fait, c'est qu'en fait, quand on est dessinateur, on est assez solitaire, enfermé chez soi, un petit peu comme un moine enlumineur, dont on ne peut pas tout connaître de la vie. Est-ce que tu as déjà utilisé la région de Bordeaux, ou Bordeaux même, dans l'une de tes créations ? Alors, Bigre de Bigre, non, je ne pense pas. Non. Non, j'ai pas commis ce méfait, non. Donc ça veut dire que tu ne regardes jamais par ta fenêtre de chez toi pour t'inspirer pour tes planches ? Si, mais parce que je n'habite pas à Bordeaux même, j'habite à La Brède, le lieu de naissance de Montesquieu, s'il vous plaît. Donc, disons que je dessine dans une ambiance très esprit des lois. Et voilà, donc je vois des vignes à perte de vue, et ça, les vignes, j'en ai dessiné. Je dessinerai encore. D'accord, donc ça, le paysage te sert plutôt pas mal. Alors, cette année, Princesse du sang est sortie. C'était le premier tome. C'est une très belle histoire, notamment tu as travaillé avec Doug Headlines. Comment ça s'est passé, la création et le suivi de cet album pour toi ? Alors, tout d'abord, pour partir du point de départ, comme disait la Palisse, c'est Doug et José, Louis Bocquet, qui m'ont contacté. Voilà, ils m'ont choisi pour adapter ce dernier roman de Jean-Patrick Manchette. Sauf que j'étais très étonné quand même d'abord. J'ai mis 2 mois avant de me décider.
pour des raisons diverses. Il n'y avait pas que celle-là, c'est-à-dire le fait de me dire finalement, est-ce que je suis vraiment fait pour faire du polar? J'avais déjà travaillé avec Patrick Covin, alias Klotz, lorsqu'il signait des polars, pour faire Bella Gamba chez Casterman. Et puis finalement, bon, l'expérience n'avait pas été si concluante que ça, pas du tout par rapport à ma collaboration avec Covin, mais par rapport à l'éditeur qui à l'époque était en train d'être racheté par Flammarion, lesquels étaient rachetés par Rizzoli, enfin, toute une histoire très contemporaine, je dirais, qu'on voit partout maintenant. Donc on avait été un petit peu dégoûtés, quoi, pour continuer là-dessus. Et moi, ça m'était sorti complètement de la tête d'adapter un jour encore du polar. Mais là, quand même, Manchette, franchement, il faudrait vraiment, je sais pas moi, qui est une grosse catastrophe qui nous tombe sur la tête pour pas avoir envie d'adapter Manchette, quoi. Voilà. Donc, au bout de 2 mois, quand même, je me suis décidé. Voilà. Alors comment tu travailles sur une adaptation? Est-ce que forcément tu te replonges dans l'œuvre originale? Est-ce que tu t'en inspires? Est-ce que tu essaies de puiser ce que Manchette avait créé justement à la base? Ben là, disons que le travail était très préparé, très mâché par Doug, donc le fils de Jean-Patrick Manchette, qui avait déjà eu le projet de faire une adaptation au cinéma. Donc il avait déjà écrit une adaptation, un synopsis très détaillé, disons même presque quasiment un storyboard ciné, qui m'a transmis, qui faisait 190 pages environ, si je me souviens bien. Et donc moi j'ai pu largement travailler entre ce travail de décantation de Doug et le roman de Jean-Patrick Manchette. Ensuite, on a travaillé pratiquement comme travaillent la plupart des tandems de la bande dessinée, c'est-à-dire des mails, des coups de fil, on se voit, tout ça. On se décide sur certaines choses. Parfois, je ne suis pas d'accord, parfois, c'est lui. En tout cas, on a toujours très bien avancé en bonne entente de travail, quoi, tous les deux. Voilà. Travailler sur une adaptation, c'est un travail différent de la création pure que tu as pu faire, toi, d'autres années? Oui, c'est très différent. C'est pas le même plaisir? Non, c'est pas du tout le même plaisir. Disons que, a priori, comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus axé sur une espèce d'artisanat, je dirais. Voilà, quoique je me considère d'une manière générale dans mon métier comme un artisan, beaucoup plus que comme un artiste. J'ai eu pensé que j'étais un artiste dans ce métier dans mes débuts. Je ne le pense plus du tout maintenant. Parce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas du tout dans l'art, entre guillemets, pur, qui est un terme bizarre, j'en trouve pas d'autre. Dans ce sens que, par exemple, il m'est arrivé de peindre, et lorsqu'on peint, par exemple, la liberté qu'on a dans la peinture, on est vraiment, réellement seul face à soi-même, face à son propre miroir. C'est vertigineux la sensation qu'on a. Cette liberté vertigineuse, elle fait presque peur, quoi, par moments. Dans la bande dessinée, il n'y a pas du tout cette peur, c'est impossible de retrouver ça. Par contre, on a une espèce de plaisir d'enfant qui dessine ou qui joue avec son petit train électrique, quoi. Voilà. C'est pas le même genre d'appréhension, quoi. C'est beaucoup plus sécure, quoi, je dirais quand même. Le petit train électrique d'ici à la fin de l'année 2010, ça va être quoi? Quel wagon, sur quel wagon tu vas travailler? Oh là, bon. En tout cas, j'espère que j'aurai pas sauté du train en marche. Bon, en tout cas, tout va bien. Le Bordelais, est-ce que tu as un vin préféré? Toi qui vis dans les vignes, allez, dis-nous. Alors, je vis, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à la Brenne, qui est vraiment au cœur du terroir des Graves. Et alors là, je dirais que les Pessac léoniens, c'est vraiment ma préférence, quoi. C'est vraiment, ils ont une espèce de velouté, de finesse et de force en même temps. Enfin, c'est un petit peu tout ce que j'aime dans la vie, et chez les gens d'ailleurs aussi. Les gens qui ont de l'ouverture, de la souplesse d'esprit, en même temps du caractère, de la force, mais de la tranquillité, qui vous mettent à l'aise. Voilà, c'est des vins comme ça, voilà, les Pessac léoniens. Bon, Max, merci à toi. Merci à vous. Tu conclus cette première émission, première étape du Tour de France de la bande dessinée. On va chaque mois aller dans les grandes villes de France découvrir les auteurs dans les ateliers où ils travaillent et puis aussi dans des lieux atypiques comme ici le Palais Gallien en plein centre du cœur historique de Bordeaux. Les infos essentielles, c'est unmondedebulle.com, les coulisses de votre émission sur la bande dessinée, publicsénat.fr pour les VOD et les podcasts gratuits et limités. Et enfin, tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur
bande dessinée. Ciao et à la semaine prochaine. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy moza el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place.